N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Tout le monde a déjà entendu parler des bitcoins, de la boîte noire d'un avion ou des atomes, mais personne ne saurait vous dire réellement à quoi ça ressemble. Ainsi, par exemple, beaucoup de personnes pensent que l'ADN serait une structure à double hélice avec des barres de couleur au milieu. Devant tant de méprise, nous avons décidé de vous dévoiler quelques réalités stupéfiantes qui changeront à jamais votre façon de voir les choses. Alors installez-vous bien, car aujourd'hui nous allons découvrir à quoi ressemblent vraiment ces 10 choses dont on entend parler tous les jours, mais que personne n'a jamais vues jusqu'à présent. On commence. Nous savons tous que l'avion reste à ce jour le moyen de transport le plus sûr au monde, car statistiquement parlant, il y a beaucoup plus d'accidents de la route et de déraillements de train qu'il n'y a de crash d'avion. Ceci est dû en fait au progrès technologique dont a bénéficié l'aviation ces dernières années, ainsi qu'aux nombreuses consignes de sécurité qui régissent les vols commerciaux. Malheureusement, il arrive aussi que certaines fois toutes ces mesures ne servent à rien et que l'avion n'arrive jamais à destination, car objet d'un terrible accident aérien. Dans le cas d'un tel scénario, la première chose que recherchent les autorités, mis à part bien sûr d'éventuels survivants, c'est la fameuse boîte noire ou enregistreur de vol. En effet, ce dispositif, qui comme son nom ne l'indique pas, est de couleur orange, enregistre toutes les informations liées au vol et se présente sous la forme de 2 appareils de dimension assez modeste et d'un poids ne dépassant guère les 5 kg. Il s'agit donc de 2 boîtes noires séparées, l'une servant à enregistrer les conversations du cockpit et l'autre à enregistrer toutes les données techniques du vol. Bien qu'elles soient petites et ne pèsent pas lourd, ces 2 boîtes noires présentes dans chaque avion sont extrêmement robustes et peuvent supporter des chocs terribles et des températures avoisinant les 1100 degrés Celsius. Ainsi, les boîtes noires peuvent résister au crash de l'avion et une fois retrouvées parmi les décombres et analysées, elles peuvent révéler les causes du malheureux accident. Depuis sa mise en service en 2008, le Grand Collisionneur de Hadron a déchaîné les passions les plus vives et a été l'objet d'un véritable tintamarre médiatique. La raison en est que cet accélérateur de particules géant fut longtemps suspecté de pouvoir provoquer un mini trou noir qui engloberait alors toute la planète Terre, et nous tous avec elle. Bien entendu, les scientifiques ont depuis longtemps tempéré la menace en mettant la lumière sur le fait que nous soyons bombardés de particules cosmiques depuis la nuit des temps, sans pour autant que cela nous cause des dégâts. Mais ces arguments sonnent creux dans la tête des partisans de la théorie du complot qui adorent mettre le CERN et son Grand Collisionneur de Hadron au centre d'une intrigue aux ramifications mondiales et aux desseins obscurs. Toujours est-il que cet inquiétant engin n'est en fait qu'un simple mais gigantesque accélérateur circulaire de particules. Pour ce faire, il utilise la technologie du synchrotron, un grand instrument électromagnétique destiné à l'accélération à haute énergie de particules élémentaires. Le Grand Collisionneur de Hadron n'a en fait rien de vraiment révolutionnaire d'un point de vue scientifique, mis à part sa taille énorme. Construit dans un tunnel de 3 mètres de diamètre et de 27 km de long, il arbore 9593 électroaimants supraconducteurs et d'autres installations de mesure tout aussi gigantesques. Vous pouvez donc dormir sur vos 2 oreilles, car le seul trou noir qu'aura créé le Grand Collisionneur de Hadron est celui dans le budget de l'État, qui aurait dépensé près de 4 milliards d'euros pour jouer à des feux d'artifice de particules. Depuis que les séries policières américaines comme CSI Miami ou NCIS sont entrées dans nos foyers, on entend sans cesse se répéter le mot ADN, tant et si bien qu'il s'est incrusté dans notre subconscient. L'emblématique image d'une structure en double hélice est d'ailleurs ce qui nous vient instantanément à l'esprit, lorsqu'on imagine ce génial détective capable d'élucider tous les crimes. Mais est-ce que cette représentation de l'ADN qui ressemble à une longue échelle tordue est-elle fidèle à la réalité ? Cette question fut longtemps sans réponse, car si son étrange structure a été mise en évidence dès 1953 par le Britannique Francis Crick et l'Américain James Watson, son aspect était néanmoins théorique, puisqu'élaboré à partir de données expérimentales. Il a fallu attendre l'année 2012 pour pouvoir observer l'image réelle de l'ADN qui a été prise à l'aide d'un microscope électronique. L'auteur de cette photo, Enzo Di Fabrizio, de l'université de Gênes, en Italie, a mis en place la scène en tirant un brin d'ADN à partir d'une solution diluée, puis l'a raccordé comme une corde à linge entre 2 piliers de silicium nanoscopique. Ensuite, afin de créer une image en haute résolution, Di Fabrizio a percé de petits trous sur le fond où reposent les nanopiliers et a finalement illuminé la scène avec des faisceaux d'électrons. Le résultat est époustouflant, car il nous montre à quoi ressemble vraiment l'ADN, loin de la célèbre hélice en tire-bouchon que l'on s'imaginait. Que vous soyez en Australie ou en France, si vous regardez la Lune, vous verrez tous la même chose, sa face visible. Car notre beau petit astre a depuis longtemps été influencé par la force des marées et a vu sa rotation ralentir, au point que c'est toujours la même face qui est présentée à la Terre.
La face cachée de la Lune est donc très vite devenue un grand mystère pour l'homme, qui depuis le début de l'ère spatiale n'a de cesse de vouloir le percer. Finalement, ce n'est que le 7 octobre 1959 que la sonde soviétique Luna 3 a pris les premières photographies de la face cachée de la Lune. Les images analysées révélèrent un paysage froid où s'étalaient des chaînes de cratères longues de centaines de kilomètres. Ensuite, il aura fallu attendre 1968 et la mission Apollo 8 pour que le premier homme, en l'occurrence l'astronaute américain William Anders, l'observe directement. Il décrivit l'autre hémisphère de la Lune comme un vaste champ de ruines et de sable qui s'étend à perte de vue. Un endroit désolé et martelé de petits cratères à l'extrême opposé de la face visible qui, elle, abonde en vaste mer lunaire. Les pigeons ont depuis longtemps colonisé nos grandes villes, où ils ont un refuge idéal et une source quasi intarissable de nourriture. Leur présence ancienne fait qu'ils font souvent partie de la tradition d'un lieu comme la place Saint-Marc à Venise ou la place Catalunya à Barcelone, où les gens leur sont très attachés et prennent plaisir à les nourrir ou à les observer. Aujourd'hui, leur population est estimée à des millions et l'on dénombre 80 000 pigeons dans la seule ville de Paris où ils élisent domicile dans les cavités des bâtiments et des ponts, voire sur des monuments comme la Tour Eiffel. Mais si on est sûr de croiser un pigeon lors de nos trajets en ville, la probabilité d'apercevoir des bébés pigeons est faible, voire inexistante. En effet, rares sont les gens qui ont pu observer les oisillons de cette espèce au point que certains se demandaient si les pigeons naissent adultes ou que les parents cachent soigneusement leur progéniture aux yeux du monde. Mais l'explication de ce mystère urbain est beaucoup plus simple en vérité et repose sur la nature même des pigeons. Ces derniers, contrairement à d'autres espèces de volatiles comme les poules ou les canards, dont les poussins sont autonomes dès l'éclosion, les bébés pigeons vont naître complètement nus, aveugles et incapables de se déplacer. Les parents vont donc devoir les nourrir pendant plusieurs semaines après l'éclosion jusqu'à ce que le léger duvet qu'ils portent se transforme progressivement en plumes et qu'ils puissent enfin sortir du nid et voler de leurs propres ailes. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. Et aujourd'hui, il s'agit de culture générale. Comment s'appelle la première voiture produite en série ? Est-ce option A, la Ford Mercury, option B, la Ford T, option C, la Chrysler. Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, avant la fin de la vidéo. Chez la plupart des animaux terrestres, la queue est un appendice qui représente le prolongement de la colonne vertébrale et est composé généralement de vertèbres plus ou moins mobiles et parfois soudées entre elles. Plus ou moins longue et flexible selon l'espèce, la queue a des fonctions différentes, notamment d'équilibre ou de préhension, comme c'est le cas chez certains primates. Néanmoins, une des utilisations les plus utiles de cet organe est sans conteste celle de chasse-mouche, indispensable pour les animaux vivant dans les savanes et les zones humides qui doivent de jour comme de nuit supporter les attaques incessantes de moustiques et de mouches parasites. D'ailleurs, cette fonction anti-mouche explique la forme des queues de ces animaux, tels que les bovidés qui ont une longue queue très flexible qui se termine par une touffe de crin très dure. Mais si son aspect, quoique très utile, puisse paraître assez peu commun comparé par exemple à la queue d'un chat, la palme de la bizarrerie revient à celle de l'éléphant. En effet, sa queue se termine par de longs poils noirs et très résistants qui lui donnent l'aspect d'une brosse métallique. Des poils si singuliers qu'au Vietnam et en Asie, on les arrache pour en faire des bijoux porte-bonheur. Ceci a eu pour effet de faire grimper la valeur d'un seul poil à 20 $. Un commerce qui ne peut que nuire aux éléphants, déjà massacrés pour leur défense en ivoire. Parmi les phénomènes les plus rares jamais observés dans le règne animal, figure en bonne place la perte totale des piquants d'un hérisson. Et si l'aspect d'un tel animal pourrait surprendre, voire amuser, perdre ses piquants pour un hérisson sauvage n'est pas très drôle. Et pour cause, privé de sa seule protection contre les prédateurs, ce dernier devient alors une proie facile et ne pourra survivre longtemps dans la nature. Fort heureusement pour ce petit hérisson surnommé Nelson, car il a été découvert dans un jardin en Angleterre avant de finir dans l'estomac d'un chat ou d'un hibou, et a été placé dans une clinique spécialisée où une équipe de vétérinaires en prend soin. Malgré une biopsie et des tests cutanés, les vétérinaires n'ont pas pu déterminer la raison de la perte de tous les pics de Nelson. Cependant, on sait que lorsqu'ils sont malades ou confrontés à un stress important, ces animaux peuvent parfois perdre leurs piquants. Nelson suit maintenant un traitement homéopathique afin d'accélérer sa guérison et pouvoir retrouver une vie normale. D'ailleurs, des pics ont déjà commencé à naître sous sa peau. Une histoire dont on ne peut pas dire finalement qu'elle manque de piquant. D'habitude, lorsque l'on pense à la foudre, on imagine ces longs traits aux multiples ramifications qui déchirent le ciel et pourfendent des nuages. Mais il existe un phénomène météorologique encore plus spectaculaire et plus étrange et qui porte le nom de foudre globulaire ou tout simplement foudre en boule. Extrêmement rare et encore insuffisamment expliquée, elle se présente sous la forme d'une sphère lumineuse d'une vingtaine de centimètres de diamètre qui apparaît au cours d'un orage. Elle est généralement de couleur jaune, tirant vers le rouge, même si elle peut être bleue, verte ou blanche. Elle est souvent accompagnée de crépitements ou d'un sifflement après le tonnerre et d'une odeur d'ozone, de soufre
ou d'oxyde nitrique. La foudre en boule peut rester immobile ou bien se déplacer horizontalement à une vitesse de quelques mètres par seconde avec un mouvement de rotation sur elle-même. Mais si cette petite boule peut paraître splendide à observer, il est strictement déconseillé de s'en approcher car sa température peut atteindre les 1700 degrés Celsius. Alors, que pensez-vous de ces choses? Vous semblent-elles moins mystérieuses maintenant? Laquelle d'entre elles vous a le plus impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, c'est bien la Ford T qui fut la première voiture à être produite à la chaîne le 12 août 1918. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!